j'occupe principalement mon temps à faire avancer, à faire évoluer mon fils qui a 44 ans cette année, 45 ans cette année et qui est autiste. Voilà, Ouais. là, j'ai toujours plein d'idées pour lui, je l'accompagne, je l'aide depuis qu'il est tout petit et je suis très contente des résultats. Bienvenue sur Aujourd'hui Écrivons Demain, le podcast Feel Good qui met en lumière les acteurs du nouveau monde et vous redonne espoir. Comme vous, ils en ont marre de ce monde déshumanisé qui marche sur la tête et ne tourne plus rond. Rêvant d'un monde meilleur, ils bousculent les codes et sortent des sentiers battus. Ils proposent des alternatives innovantes, de nouveaux paradigmes ou remettent au goût du jour des savoirs ancestraux. Ils osent s'affranchir du regard des autres et font bouger les lignes pour construire demain. Ils œuvrent pour la préservation du vivant et le bien de l'humanité. J'ai à cœur de vous partager toutes les initiatives qui vont dans le bon sens, parce que nous sommes le changement que nous voulons voir dans le monde. Tous les lundis, je vous invite à découvrir l'histoire de l'un de ces humains engagés et conscients. Je m'appelle Katia Krabbe, je suis la fondatrice de Redaxil et j'aide les entrepreneurs humanistes à gagner en visibilité sur le web en réalisant leurs portraits. Vous avez envie de soutenir le podcast ? Abonnez-vous, mettez 5 étoiles, partagez-le et retrouvez-nous sur les réseaux. Vous souhaitez contribuer au développement du podcast ? Participez librement et en conscience à la cagnotte Tipeee que j'ai créée. Vous trouverez tous les liens dans le descriptif. Et en attendant, bonne écoute ! Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous faire découvrir Nadine Gouard. Bonjour Nadine. Bonjour. Alors, c'est grâce à Catherine Parot que nous nous sommes connectés. D'ailleurs, on lui fait un petit coucou. Elle m'avait contacté sur LinkedIn pour me parler de votre association et du jeu que vous étiez en train de créer, Messou. Donc, bénévole à Passerelle et Compétences, elle souhaitait vous donner un coup de pouce et donner un coup de projecteur à votre association. Pour préciser, l'objectif de Passerelle et Compétences est la mise en relation de bénévoles experts de leur métier, en activité ou en recherche d'emploi, avec des associations de solidarité pour développer leurs projets par des missions ponctuelles. Donc, suite à ça, nous avions longuement échangé par téléphone. On avait même projeté d'enregistrer un podcast en famille avec votre mari et votre fils à la maison, mais malheureusement, cela n'a pas été possible. Pour resituer, vous vivez à Belin-Bellier dans le sud de la Gironde. J'avais été très touchée par votre démarche. Vous allez nous raconter tout ça. Je vais essayer. Je suis sûre que ça va très bien se passer. Merci d'être là, Nadine. Merci à vous. Comment ça va pour vous ? Ça va, c'est une première, donc ça va, je vais bien, il fait beau, donc on va discuter. Je vais vous expliquer ce que je fais. Et qui vous êtes également, parce que moi j'ai bien envie aussi de savoir un peu plus qui est Nadine. On va commencer par une question qui est un petit peu difficile, mais est-ce que vous pouvez vous présenter à nous et nous dire qui vous êtes, ce que vous faites ? Je vous laisse démarrer par ce que vous voulez. Alors, qui je suis? Bon, je suis une femme d'un certain âge. Je suis maman d'un adulte autiste. Je suis aussi maman d'une grande fille de 50 ans, une grand-mère de 2 enfants. J'ai une petite fille de 29 ans et un petit-fils de 27 ans. Et voilà, maintenant, bon, normalement, je suis retraitée, mais je suis très active. J'ai toujours été très active. Dès que j'ai un moment de libre, je trouve toujours quelque chose à faire. Et oui, je vous disais en off quand on échangeait un petit peu, mais pas de retraite alors. Non. Et puis bon, à la retraite, je suis retraitée, mais on peut être actif à la retraite, hein. On n'est plus Tout à payé fait. du tout. Moins payé, disons. À quoi est-ce que vous occupez votre temps ? Alors, j'occupe mon temps, bon, en ce moment, avec l'association, mais j'occupe mon temps à des tas de choses. J'aime la couture, j'aime plein de choses, j'aime la marche. On est dans une région qui est très agréable. J'occupe principalement mon temps à faire avancer, à faire évoluer mon fils qui a 44 ans cette année, 45 ans cette année et qui est autiste. Voilà, Ouais. là, j'ai toujours plein d'idées pour lui, je l'accompagne, je l'aide depuis qu'il est tout petit et je suis très contente des résultats. Est-ce que vous avez envie de nous en dire un peu plus? Et puis on reviendra ensuite à peut-être à l'association ou on démarre par l'association et on en vient après à Damien. Je ne sais pas, bon, de toute façon, l'association, c'est Damien. Cette Oui, association, voilà, peut-être que je vais parler en même temps de la création de l'association et des choses vont peut-être, être dites et redites après. oui, parce que Heu, j'ai pas nommé l'association que vous avez créée, alors elle qui est donc s'appelle Damien Joux. Damien L'association Jouffe. Mmh. Damien Joux, cette idée de Damien Joux, c'est que on avait fait le constat avec 3 copines que Damien, il aimait jouer
Et puis, quand on a créé l'association, il était vraiment en train de jouer. On a dit, bon, on va l'appeler simplement Damien joue. Et c'est pour ça qu'elle s'appelle comme ça. Qui est Damien? Alors, Damien, c'est un homme qui est adorable. Bon, on dit toujours ça de ses enfants, hein, de toute façon. Et c'est un garçon qui, depuis tout petit, nous a apporté énormément de choses, énormément de bonheur. Je peux pas parler de sa sœur puisque bon, c'est différent, mais qui nous a apporté énormément de bonheur parce que pour lui, tous les bons moments de la vie, ça se traduit par un bonheur qui nous fait partager. Il cherche toujours à nous faire plaisir. Il avance à une grande vitesse. Damien qui ne parlait pas, qui ne pouvait pas parler, qui était vraiment ailleurs. Les autistes, c'est les interactions sociales qui ne se font pas. Et là, plus ça va, notamment par l'intermédiaire de ce jeu, des activités, des ateliers que je mets en place à côté, il est en train de bien évoluer. Il est dans un foyer, il est bien accompagné et on travaille ensemble. Mais il est en train de changer complètement. De changer complètement. Et le jeu Messou et l'association l'ont bien, l'aide beaucoup. Alors, vous avez créé une association qui porte son nom, qui caractérise aussi sa passion pour le jeu. Oui, c'est vrai. Ouais. C'est ça. Pourquoi vous avez créé cette association? Damien a eu 40 ans en 2020, pendant le Covid. C'était pas quand il a choisi. En 2018, Damien a décidé de faire la fête pour son anniversaire. C'est pour ses 40 ans. Il voulait faire une très grande fête et inviter tous les gens qui avaient tourné autour de lui, mais qui lui avaient apporté du plaisir. Et quand il m'a eu, on prépare tous les 5 ans, en fait, vraiment l'anniversaire de Damien d'une façon plus ouverte, plus conviviale. Et là, il avait invité près de 80 personnes. Bon, moi, j'ai une petite retraite et j'avais dit à Damien, oui, 80 personnes, je veux bien, mais moi, je peux pas payer tout ça. Et je lui ai dit, on va travailler, c'est toi qui vas payer une partie. Tu vas payer 50% de la dépense. Donc là, il a commencé, il n'était pas tout à fait d'accord. Et puis je l'ai amené dans l'organisation de cette fête. J'ai commencé à l'amener avec moi quand on a rencontré le traiteur. Et le traiteur a fait son devis, puis le devis, ça avait une somme assez conséquente. Et Damien lui a dit au traiteur, mais c'est un peu cher. On voyait qu'il avait déjà une notion de ce qui était cher ou pas cher. Bon, c'est vrai que quand j'allais faire des courses avec lui petit Damien, il a eu 82 ballons en même temps pour vous dire que voilà, il savait quand même la chasse que ça représentait, il se rendait compte. Quand on est rentré à la maison, je lui ai dit, voilà, tu vas apprendre à gérer ton budget. Tu as une allocation d'adulte handicapé qui tombe tous les mois. Tous les mois, on reverse de l'argent au département. Il avait, à ce moment-là, s'il avait un téléphone. Et puis, il y a le téléphone, il y a des charges fixes. Donc, j'ai commencé à poser tout ça avec lui. Et pour que ce soit assez visuel et ludique, j'ai créé un premier plateau de jeu. Mais un vraiment plateau de jeu, vous savez, un grand carton blanc sur lequel j'ai commencé à comme un jeu de loi, du 1er au 31. Donc, en faisant partir dans le sens de l'écriture, du 1 jusqu'au 31. Et là, en même temps, j'ai essayé de vérifier s'il avait bien la notion des jours de la semaine, du mois, de toutes ces choses-là. Et puis, petit à petit, j'ai commencé à le travailler avec son AH qui tombait tous les mois. Donc, j'ai commencé à travailler avec des systèmes d'enveloppe. Il avait l'enveloppe avec l'argent. J'achetais des pièces et billets, vous savez, dans les magasins, ça existe, c'est assez réel. Et puis, en 2002, comme je travaillais à la poste, je fais un petit aparté. Je trouillotais les euros et je formais les gens je trouillotais les francs, pardon, pas les euros. Alors, trouilloter, c'est-à-dire? Je les détruisais. Je leur faisais des trous. Voilà, je faisais des trous pour que les francs ne soient plus utilisés. J'étais retraitée, mais la Poste m'avait demandé de revenir, et je travaillais à Arcachon et je trouillotais les francs, les francs. En même temps, je formais les gens. J'avais déjà créé une association à ce moment-là. J'étais retraitée de la Poste, mais j'avais créé une association en 2000 de lutte contre les exclusions qui s'appelait l'Encrier à Biganos. Et donc la Poste m'avait demandé aussi de répondre aux besoins des gens qui ne savaient pas comment on passait de francs à l'euro. Donc je faisais des formations, il y avait un petit camion et j'expliquais aux gens comment ça allait se passer. Donc voilà mon petit aparté, j'avais des billets déjà à ce moment-là.
Qui fait qu'avec Damien, donc, on a commencé à faire avec des enveloppes. Je lui ai montré comment étaient les billets. Il a commencé lui-même à mettre dans les enveloppes les sommes qui correspondaient à son âge qu'il percevait, ce qui ressortait pour le département, et puis son téléphone. Après, sur le plateau de jeu, j'ai commencé à placer le 5. C'était là qu'il recevait son argent. Le 20, il devait reverser au département. Et on a commencé à travailler sur tout ça et à la manipulation de l'argent. C'est là que je me suis aperçue que donner vraiment la valeur de l'argent à ses enfants, il faut qu'ils le manipulent. C'est pas avec une carte bancaire ou avec le téléphone maintenant qu'on garde cette notion. On perd complètement la notion de valeur d'argent avec tout ce qui est dématérialisé. C'est vraiment très, très compliqué. Voilà. Donc, je suis arrivée à créer ce jeu. Petit à petit, j'ai avancé et la directrice du foyer du foyer où est Damien a vu que Damien faisait des progrès au niveau de pas mal de choses et m'a demandé si je pouvais bien utiliser ce jeu auprès d'autres résidents. Et j'ai commencé là, oui, c'est là, à ce moment-là. Alors, donc, à ce moment-là, pardon, c'était en janvier 2020, et il n'y avait pas encore le Covid. Et à ce moment-là, avec un groupe d'amis, comme la directrice du foyer m'avait sollicité pour pouvoir intervenir et faire les déplacements, j'habitais Bordeaux, j'ai dit, je vais créer une association et on s'est réunis à 4 amis, on a créé l'association qui s'est appelée Damien Joue. On a créé ça en janvier 2020. Après, il y a eu le Covid et j'ai commencé à animer des ateliers au foyer du Barp en octobre 2020. Des ateliers pédagogiques. À quel moment précisément vous avez commencé à sensibiliser Damien à l'utilisation de l'argent? C'était avant la création de l'association ou après Oui. Avant, d'accord. C'était en 2018. Pour son anniversaire, au moment de son choix d'anniversaire. Ah. Quand il commençait à me dire qu'il avait un projet, c'était le premier projet qu'il avait. Ça a été le déclencheur. C'était le déclencheur et comme il me sollicitait pour ça, j'ai dit, bon, je vais profiter du fait que tu me sollicites pour pouvoir voir ce que tu as en toi. Et c'est sur ça que je suis partie. Et puis c'est vrai que je me suis aperçue au fur et à mesure qu'il y a vraiment un déficit en matière de jeu, de manipulation de l'argent. Il y a vraiment un gros déficit. Il y a plein de jeux de société. Mais les jeux de société sont descendants. Ils ne sont pas faits comme celui que j'ai créé. Ah. Oui, parce que si je peux me permettre de lire en bas du mail que quand on échange avec vous, il y a un petit aparté. Donc, l'association Damien Joue, parce qu'en fait, c'est bien plus complexe que ça, crée et propose des outils et méthodes ludiques adaptés aux familles et aux personnes vulnérables pour les aider à mieux gérer leur budget. Mais finalement, ça peut aussi s'adapter à un public qu'on dirait non vulnérable, à tous les enfants ou les adultes qui pourraient avoir besoin d'apprendre à manipuler l'argent et, comme vous dites, aussi à être éduqués financièrement. C'est ça, c'est en fait. l'éducation. C'est tout à fait. C'est vrai que c'est ce que vous venez de dire. Dans les statuts, l'objet, c'était toujours les personnes vulnérables. Mais vous allez voir que dans toutes les démarches d'expérimentation que je fais, dans toutes les personnes que j'ai sollicitées pour expérimenter le jeu et nous le compléter, des familles, les personnes dites normales, neurotypiques, étaient présentes et ont aussi participé. Donc le jeu, il s'adresse à tout le monde. Au départ, donc on est dans l'expérimentation avec Damien pour essayer de le sensibiliser sur la manipulation et la valeur de l'argent. Et on arrive aujourd'hui, vous êtes presque dans la finalisation d'un jeu qui peut être disponible ou qui pourrait être disponible pour toutes les familles qui pourront en avoir besoin. Comment on en arrive là, Nadine? Oh ben, on en arrive là, en avançant d'un pas, en reculant de deux. Comment on en arrive là? C'est peut-être un regard il y a d'une part un regard sur la société, un regard sur le regard qu'ont les gens sur les personnes en situation de handicap et vouloir prouver que c'est pas parce qu'on est vulnérable, qu'on est handicapé, on est moins performant que les personnes dites normales. Donc, euh, là, il a fallu pouvoir arriver à créer ce jeu. Il a fallu que je touche toute catégorie de personnes. Donc, ce qui fait que de démarrer avec un petit plateau de jeu, on a testé auprès de plusieurs d'autres établissements. Je l'ai testé dans des SAVS, dans des CVS, avec la page. Peut-être si on peut développer les acronymes, parce que ceux qui nous écoutent ne savent pas forcément. Le SAVS, c'est le service d'accueil à la vie sociale. C'est un service d'accueil à la vie sociale. Alors, j'ai travaillé avec 2 associations.
la page, je pense que vous connaissez la page Association pour les adultes et jeunes handicapés, et la DIAP. Donc la DIAP, parce que c'est là qu'est mon fils, le foyer de mon fils, c'est la DIAP. Il est géré par la DIAP. Et donc, on a travaillé avec la page, donc je vous disais, avec le SAVS de Bordeaux Métropole, avec une conseillère en économie sociale et familiale. Après, on a travaillé avec la DIAP sur leur plateforme d'inclusion et d'accompagnement en milieu ouvert qu'ils ont, qui est à Langon. Ils ont travaillé, ils ont présenté, ils ont testé dans un SAMSA. Alors, un SAMSA, c'est un service d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés, qui est spécialisé dans les TSA. Après, je vous dis tous les endroits où il a été testé, expérimenté le jeu pour arriver arriver après à un concept plus finalisé. Après, il a été travaillé, il a été présenté, il a été expérimenté par la CAF de décembre 2022 à juin 2023 dans leur espace famille qui est à Lormont. Ils ont un espace famille. C'est une équipe qui intervient auprès des familles, une équipe de la CAF, les conseillères toujours en économie sociale et familiale. Ils interviennent aussi dans les centres sociaux. Et puis, bien sûr, le foyer pour autistes du BARP, qui a été vraiment un lieu pilote, un lieu d'expérimentation, un plateau technique, j'irais dire. Alors, ce plateau de jeu, je dirais pas ce petit jeu, parce je l'ai là. Euh, ce plateau de jeu, c'est... Donc, le plateau de jeu, petit à petit, ce qui comptait, c'est que le jeu soit ludique. Donc, il y a des cases. Est-ce que je vous parle maintenant du plateau, comment il se présente, du jeu, comment il se présente ou... Donc, il y a tout un tas de structures qui a testé ce jeu, mais comment on en vient à le test, enfin, créer quelque chose comme ça, un peu à la va-vite, entre guillemets, pour son fils, à l'utiliser pendant quelques mois, à faire que le foyer où tu accueillis vous demande s'il est possible de l'utiliser en interne. Ensuite, l'étape d'après, ça a été qu'il y a plusieurs structures, donc pour les personnes handicapées qui l'ont testé. Il y a eu comme ça plusieurs étapes sans qu'au départ, vous ayez cette intention de créer un jeu et qu'il soit commercialisé ou dupliqué. Pas du Non, tout. non. Et quand j'ai commencé à être sollicitée pour le jeu, je me suis retrouvée dans une situation où j'étais en 2000, où j'ai créé une première structure d'insertion, de lutte contre les exclusions qui s'appelait l'Encrier. Quand j'ai vu l'ampleur que prenait cette association, je me suis dit plus jamais ça parce que moi, je suis à la retraite. Et quand j'ai créé le jeu, l'association Damien Joux, et le jeu, quand j'ai créé l'association, j'étais pas toute seule, on était 4. Mais le jeu, j'étais toute seule avec une équipe à côté qui vérifiait, qui me disait s'il y avait des fautes de syntaxe ou n'importe. Quand j'ai vu le jeu et quand ça a été, il y a eu du bouche à oreille, on a créé un site, un Facebook et tout. Où c'est que ça a pris et où c'est que je me suis aperçue que les gens étaient demandeurs? C'est quand j'ai fait un premier appel à financement participatif sur la plateforme Ulule. Et j'ai présenté le jeu parce que je voulais créer, à ce moment-là, j'avais créé une petite boîte simple que j'utilisais au foyer et je voulais créer une vraie boîte avec, il fallait acheter du matériel, il y en avait pour à peu près 2 000 € et donc j'ai fait appel au financement participatif chez Ulule et on a eu près de 3 000 € pour 170 personnes qui ont répondu, qui étaient intéressées par le jeu. Et c'est comme ça que ça fait bouche à oreille. J'ai des commandes depuis ce moment-là. Donc, on a créé une newsletter, on informe que pour le moment, il n'est pas encore, parce qu'il fallait qu'il soit vraiment finalisé. Il y a eu toute la démarche d'expérimentation. Une fois que l'expérimentation a été aboutie, que j'ai eu tous les retours de toutes les typologies de public, je me suis dit, bon, mais maintenant, il faut qu'on passe à autre chose, il faut qu'on avance parce que le jeu, les gens l'attendent et moi, là, je ne connaissais rien. L'édition, le graphisme, etc., je ne connaissais rien. Et c'est là que j'ai fait mon premier appel à Passerelle et Compétences, à Catherine Parot, et qui, faisant une demande spécifique, j'avais besoin d'un expert qui m'aide à trouver tout ce qui avait trait à l'édition, au graphisme, voilà. Passerelle et Compétences. Catherine Parot a trouvé le bénévole et Passerelle et Compétences a mis à notre disposition un bénévole expert. Vraiment expert qui a su trouver le bon graphiste, négocier des tarifs, discuter avec eux. Puis il est toujours avec moi. Quand je me pose des questions, puisque le jeu n'est pas encore finalisé, il est finalisé là en ce moment. Il va partir en production, mais il m'accompagne, il est à mes côtés dès que j'en ai besoin. On ne se représente pas toutes les démarches qu'il y a à accomplir pour la réalisation d'une boîte de jeu. C'est du temps plein parfois. Voilà, il faut trouver de l'argent pour acheter le matériel, il faut trouver de l'argent et voilà, ça c'est le plus difficile. Et vous disiez dans la campagne Ulule, donc il y avait plus de 170 donc contributeurs, mais qui étaient aussi intéressés par le fait d'obtenir le jeu, d'avoir le jeu. Oui,
Oui. C'était pas juste Ah des non. contributeurs qui participaient à un projet et qui leur parlaient, c'était aussi pouvoir, en bénéficier. Pas tous, non, il y a eu sur les 172 contributeurs, je crois, je suis pas repartie dans les chiffres. Sur les 172 contributeurs, je crois qu'il y a une trentaine de jeux qui ont été demandés. Ouais, quand même. Les autres ont contribué pour le projet. On a refait un appel à un financement participatif tout récemment. Donc là, aujourd'hui, vous êtes dans l'attente, il est pas totalement finalisé. Vous imaginez pouvoir alors, j'imagine, il sera commercialisé. Je sais pas quelle est la suite pour ce jeu-là. Est-ce que c'est le diffuser dans les structures? Est-ce que c'est le diffuser, à toutes les familles qui pourraient en avoir besoin? Alors, comment j'envisage le devenir? Bon, le bénévole de Passerelle les compétences essaie de nous mettre en relation avec avec une enseigne qui est axée sur la culture et l'éducation, Mmh. qui a des valeurs qui nous conviennent tout à fait et qui œuvre surtout dans un divertissement de qualité, et qui apporte d'une manière ludique d'apprendre et de s'enrichir culturellement par le jeu. Pour le moment, le jeu va partir en production. Là, j'attends, je n'ai pas encore le devis, le dernier devis. Il va partir en production, il sera livré au mois de juillet. Donc, il y aura une partie qui ira à l'enseigne en question si ça marche, parce que faut que ça soit acté. Après, il y a d'autres enseignes telles qu'Autisme Diffusion et Didacto qui nous ont demandé d'être revendeurs du jeu. Et puis maintenant, il me reste à bien faire connaître le jeu et j'ai toute une liste de prospects. On a mis en place un comité de pilotage pour le jeu puisqu'on a eu des financements du département. On a été soutenu par le département depuis le début. Cette année, on a été soutenu par la région dans le cadre de l'Ampli. Ampli, c'est dans le cadre d'amorçage de projets, dans le cadre du FSE. Excusez-moi, j'ai oublié le terme d'Ampli. Non, mais vous vous rendez compte combien on parle juste avec des acronymes? C'est vrai que si on n'est pas du secteur, on n'est pas spécialisé, on sait pas de quoi on parle. Exactement, tout à fait. Ce qu'on retient, c'est que vous avez été soutenu en tout cas et financièrement et dans l'idée même du projet. Donc ça, c'est quand même Oui. important. Ouais. C'est grâce au département. Euh, le département m'a demandé de monter un premier projet dans le cadre de l'appui aux initiatives locales de développement social, la ILDS on appelle. Il m'a demandé, il avait vu le projet, j'avais présenté le premier plateau de jeu à la MDPH. La MDPH qui dépend de la maison départementale des personnes handicapées, qui dépend du département. Je fais attention. C'est vrai, vous avez raison que Non, on mais passe par acronyme. oui, 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 oui. Ouais, Merci de préciser. Quand je pense c'est, à la MDPH, bon, globalement, je pense que on sait de quoi on parle, on comprend de quoi il s'agit. oui, c'est vrai. Ouais. Et donc, le jeu, une fois qu'il a été présenté à la MDPH, elle me dit, la dame de la MDPH me dit, mais demandez au département, dans le cadre du développement social. Et on a commencé donc, dans le cadre de l'AILDS, comme je vous ai dit le nom tout à l'heure, m'a demandé de déposer un appel à projet. Donc, j'ai déposé un premier appel à projet, mais là, j'étais vraiment que dans le domaine du handicap, de l'autisme plutôt. Voilà, moi, je m'étais adressée à mon fils qui était autiste. Et l'année d'après, j'ai répondu à un appel à projet toujours dans le même cadre des AILDS, mais là pour les familles. Donc là, ça a été pour tester pour le fait que ce sont souvent les enfants qui sont les déclencheurs des achats et que les enfants n'ont pas du tout la notion de l'argent. Je sais que ce que j'avais présenté dans la demande, c'est que quand on paie ses courses, on paie de plus en plus, ce qui était dans le projet, hein. On paie de plus en plus avec des moyens dématérialisés, téléphone, carte bancaire, chéquier et encore. Et c'est vrai que le regard sur la dépense, c'est pas du tout le même. On paie, on n'a pas du tout la même notion que si on a 50 € sur soi ou 20 € sur soi et qu'on attend la monnaie, qu'on compte sa monnaie. Donc, on ne vérifie plus ce qu'on vient d'acheter. Et c'est les enfants qui, souvent, quand on fait les courses, ça, c'est quelque chose que j'avais entendu et que j'ai mis dans le contenu de l'appel à projet, c'est que les enfants ont des réflexions qui montrent leur naïveté. Mais maman, tu n'as qu'à faire un chèque, ou va chercher de l'argent avec ta carte bancaire. Ils s'imaginent, ils n'ont pas de notion. C'est là qu'il faut que chaque membre de la famille sensibilise, fasse participer l'enfant à la gestion du budget, quoi. Parce que dès 4 ans, l'enfant, il est capable de comprendre qu'il faut des sous pour acheter de la nourriture, faire ses courses, et d'acheter des vêtements. Il faut, dès le début, parler d'argent avec son enfant. Donc, voilà, il faut lui donner, quand on fait ses courses, on lui donne l'occasion de payer, qu'il se rende compte que, que ça, c'est plus cher que ça, de comparer. C'est tout un travail qu'il y a à mettre en place. Donc ça, c'était le deuxième appel à projet. Le dernier appel à projet auquel j'ai répondu, c'était sur les personnes vulnérables.
Donc c'est là que ça a été testé dans des centres sociaux et avec l'espace famille. Alors quand on dit personnes vulnérables, ça recouvre, quel type de personnes? Parce que vulnérable, ça veut tout et rien dire. Entièrement d'accord. Alors Oui, là, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je n'ai pas du tout utilisé ce terme de oui, personne vulnérable. C'est déjà discriminant, puis pointer du doigt le terme de vulnérable, sauf que quand on veut rentrer dans des cases pour les recherches à projet, les recherches d'appel à projet, pour rentrer dans les cases, il y a des mots à utiliser. Je parle, voilà, ça a été dans les premiers statuts qu'on a mis ce terme-là, et puis voilà, c'est fini. Les personnes vulnérables sont les personnes qui ont une fragilité par rapport à quelque chose. On est tous en fragilité par rapport à quelque chose. Donc, mais moins oui, potentiellement, on peut, oui, tout à fait, ouais. si on se regarde, on est tous vulnérables par rapport à l'autre, par rapport à quelque chose. Ça me fait penser, je sais pas pourquoi, alors maintenant c'est un vague souvenir, mais la définition de la maltraitance, même par rapport à la loi, je sais plus s'il y a pas la notion de vulnérabilité est reconnue comme un acte maltraitant, je crois, s'il y a le caractère vulnérable de. Donc, moi qui travaillais en gériatrie, voilà, une personne âgée est dite une personne vulnérable. Est-ce que la personne âgée se reconnaît comme étant quelqu'un de vulnérable? Mais voilà, c'est plus peut-être un terme juridique où il y a peut-être quelque chose en lien avec le cadre juridique peut-être, mais c'est vrai que vulnérable, on peut ne pas bien le comprendre, non plus. Puis de ne pas bien l'entendre aussi. Tout à fait. Puisque l'autisme n'a été reconnu comme handicap qu'en 1996. Vous vous rendez compte quand même? Quand j'ai dit à Damien, mais ça y est, maintenant tu es reconnu comme une personne handicapée, tu vas avoir, moins de pression, plus de droits. Et il me dit, maman, je suis pas handicapé. Il n'aime pas le terme de handicap, voilà, comme quand on parlait de la vulnérabilité, le terme de handicap, c'est pareil. Alors on dit maintenant personne en situation porteuse Oui. de handicap. La différence, voilà, vous êtes différente de moi et moi je suis différente de mon gamin et puis c'est triste ce monde de comparaison là. Comme s'il nous fallait aussi tout conceptualiser, tout catégoriser. Alors comment il se décrit, Damien? Alors Damien, Maintenant qu'il a donc le langage, j'ai compris qu'il n'avait pas toujours eu accès au langage, qu'il était comme on dit, un autiste non verbal oui, et que par tout le travail, j'entends aussi, de simulation que vous avez fait avec lui, petit à petit, le il a langage, pu. ouais. Damien ne parlait pas bien, il arrivait pas à parler et il était violent jusqu'en 2000, jusqu'à ses 20 ans. Et puis Il ne parlait pas du tout ou quelques mots quand même? Il il est il parlait pas du tout, il était vraiment fuyant et il était très violent, OK. extrêmement violent, Mmh. jusqu'en 2000, Donc il avait une vingtaine d'années. 20 ans. À son anniversaire des 20 ans, c'était sa dernière crise de violence. Je savais que tout pouvait changer à la puberté, je savais ce qui m'a toujours permis de garder de l'espoir par rapport à mon enfant, c'est que quand il régressait, je voyais toujours qu'après, vous savez, comme des branches, et ça montait. Quand ça redescendait, ça remontait plus haut que c'était avant. C'était toujours ascendant. Et en 2000, il a eu à se faire opérer les oreilles. Il a eu à se faire opérer et dans l'anesthésie, le chirurgien s'est aperçu que Damien avait 2 dents dans le palais qui avaient poussé, qui étaient des vraies dents de 1 centimètre de. Et donc, on pense que sa langue se déchirait et butait. On pense, hein, puisque les autistes ne savent pas très bien gérer leur langue. Ils ont des problèmes de déglutition, ils savent pas gérer leur langue. On pense que, bon, les dents ont été extraites, bien sûr, à ce moment-là. Plein de choses qui ont été mises en place. On a changé le traitement. Il y a eu plein de choses qui ont été mises en place. Damien ne parlait toujours pas. Et oui, et Et vous faisiez quelle hypothèse par rapport aux dents? que ça lui empêchait de parler, que la langue se déchirait quand il voulait parler. D'accord, ouais, Et donc, qui gardait la langue et qui protégeait sa langue, qui reculait sa langue. d'accord. Mmh. Donc c'est une première chose. En grandissant donc, le jeu, ça a été de 2000 à 2020. 2000, c'est là que j'ai créé l'association, L'Encrier, le son ouais et j'ai créé cette association pour justement aussi aider, c'était surtout de la lutte contre l'illettrisme et j'ai, surtout pu bénéficier de formations par le Centre ressources illettrisme d'Aquitaine, le CLAPTRIA, qui forme les animateurs ou les formateurs autour de l'illettrisme et j'ai pu me former à plein d'outils que j'ai adaptés à Damien, que j'ai essayé de faire de partager avec Damien, de mettre en pratique avec Damien et petit à petit, la discussion non, il ne discute pas. Il parle, il parle de plus en plus. On a une période là, on est dans une période croissante, je vois les ateliers
voilà, par le biais des ateliers que j'anime au foyer du Barp, je vois son évolution, sa demande, son même sa fierté d'arriver à faire comme les autres. Je trouve que vous partagez là, c'est un message d'espoir énorme et ça me fait penser, je sais pas si vous l'aviez vu, Dernières nouvelles du cosmos. Non. Regardez-le si ça vous parle, mais je l'avais vu au cinéma et en fait, c'est une jeune femme qui était dite autiste sévère, non verbale, qui pouvait avoir des moments de crise où elle criait. Enfin, c'était beaucoup de manifestations de cris, etc., avec des mutilations, enfin des automutilations. Et elle vivait dans un foyer et personne, voilà, ne lui donnait l'espoir qu'un jour elle puisse accéder au langage, etc. Je crois qu'elle avait un problème aussi pour faire je sais pas si elle avait un problème pour faire la pince. Toujours est-il que sa maman, un jour, elle constate justement que sa fille est capable de faire la pince. Et là, elle se dit, mais si ma fille est capable de faire la pince, elle peut manipuler les objets. Et elle se met à créer un alphabet. Donc, elle crée toutes les lettres de l'alphabet en plusieurs exemplaires qu'elle lui met dans une boîte et elle met ça à disposition de sa fille. Et elle se rend compte que sa fille, elle est en capacité de créer des mots et avec des mots, de créer des phrases avec un langage soutenu. Je ne vous raconte même pas, moi, je ne comprends pas le tiers des mots qu'elle utilise tellement ils sont dans un langage soutenu avec des formulations très métaphoriques. Enfin, quelqu'un, voilà, dont on aurait pu dire, elle a un quotient intellectuel bas, etc. Sauf qu'en fait, il s'avère que c'est tout à fait l'inverse. Certes, elle n'a pas le langage, mais elle a la capacité de communiquer en écrivant, en fait. Et il faut voir ce qu'elle écrit. Et c'est allé jusqu'au bout. Donc, ils en ont fait un reportage. Donc, ils l'ont filmé de bout en bout. Ces mots sont devenus des écrits, se sont transformés en recueils de poésie, en livres. Moi, j'en ai un là dans mon étagère. Et ça, il y a même quelqu'un qui l'a mis en scène. Et on la voit, en fait, tout le long du documentaire, participant au projet. Alors, elle a un aspect, effectivement, au niveau social, elle a beaucoup de stéréotypies. Sa maman lui a appris à rire au lieu de crier parce que socialement, c'est plus acceptable. Enfin, sa maman, on la voit investie, mais elle est investie corps et âme pour sa fille, mais elle lui permet, je fais le parallèle avec vous, mais elle lui permet d'accéder à une forme de langage et d'expressivité qui est juste extraordinaire. Et elle a une connaissance du monde, même du cosmos, qui dépasse l'entendement. C'est-à-dire qu'on la voit à un moment donné en conversation avec un chercheur du CNRS, et même le chercheur du CNRS ne sait pas répondre à ces questions. Il ne sait pas réagir à son propos. Et je peux vous dire que depuis que j'ai vu ce reportage-là, moi, j'ai travaillé aussi en foyer de vie. Je ne vois plus du tout l'autisme de la même manière. Ça m'a bouleversée. Quand vous décrivez, parce que votre fils, il a aujourd'hui 44 ans, vous avez dit? Oui. Il va Que avoir vous observez à son âge une progression fulgurante, il est en demande. On aurait pu le laisser tomber et le laisser, entre guillemets, végéter ou et de dire il n'est pas capable de, ça ne sert à rien. Or, on voit avec la simulation et en proposant des outils adaptés, Oui. On les crée les outils. On les crée les outils. Vous savez, j'ai eu un temps où Damien, au début, que j'ai commencé à vraiment le stimuler, lui apporter des choses dont il avait besoin, des points, des choses qui l'intéressaient. J'ai quand même été traitée de mère. Je me suis fait accuser par des parents en disant de mère indigne parce que je maltraitais. C'était de la maltraitance envers mon enfant. Vous savez très bien qu'on n'en fera rien de cet enfant. Quand Damien était tout petit, on vous a dit? oui, oui. Ben, vous savez, il y a, je pense que Bruno Bettelheim, pour lui, c'était un manque de soins de la part de la mère à l'enfant, quoi. Les premiers psychiatres que j'ai vus pour m'accompagner avec Damien, c'était ça. Madame, mais faut pas chercher, madame, faut pas chercher. Je me rappelle toujours ce bonhomme avec sa pipe et sa barbe, et j'en prenais plein la figure, ce qui fait que je m'étais complètement repliée sur moi. Puis, il y a eu un moment où j'ai dit: «Stop, c'est pas à moi, c'est pas à Damien à s'adapter au monde, c'est au monde à s'adapter à lui». Que là, j'ai commencé à sortir avec mon fils, et mon mari, à sortir avec Damien et à le confronter à ce qu'était la réalité. Et puis, être à côté quand je voyais que c'était difficile pour lui, on a toujours été à ses côtés, mais lui permettre d'avoir à côté, c'est pas une béquille, et d'avoir à côté quelqu'un qui l'épaule et qui lui dit: «Tu as le droit, tu peux». Pourquoi lui ne pourrait pas, être collé à une vitrine, regarder quelque chose, une télévision, avec des petits trucs, des petits gestes bizarres? Quand on est parent de personnes autistes, c'est vraiment une vie, un combat, parce que ça ne se voit pas l'autisme, ça ne se voit pas. Les personnes sont belles en général. Elles ont des yeux immenses parce qu'ils ont tout dans leurs yeux, tout passe par le regard. Beaucoup de choses passent par le regard. Moi, ça me parle. Mais là, ce que vous évoquez, c'est un Asperger. Je pense que la personne est catégorie d'Asperger.
Est-ce qu'il y a des Asperger? Alors pardon de parler comme ça, on ne sait plus comment il faut parler correctement. Est-ce qu'il y a des syndromes d'Asperger sans le langage? Je pense, je ne sais pas. Quand, Joseph Chovanec parle bien, je ne sais pas. Je ne sais plus qui c'est qui reproduisait des villages entiers, qui ne parlaient pas, mais par contre qui dessinaient, voilà, c'est un TSA, hein, mais j'ai dans mon association un bénévole qui est Asperger, qui a, quand il parle, on est tous émerveillés de sa façon de parler de l'autisme et il nous éclaire. Si on parle maintenant des TSA, on parle plus de l'autisme, puisqu'avant l'autisme c'était une maladie, on parlait de l'autisme. Mais maintenant on parle des TSA, Oui, c'est du trop de trouble l'autisme. du spectre de l'autisme. Oui, et spectre, on entend bien que c'est quelque chose de très large, Tout à qui fait, une très dont les grande limites sont variété. pas très bien, définies finalement. Et ce qu'il faut dire, c'est que c'est toujours quand même avec les interactions sociales que ça se passe. Mais ça touche beaucoup d'autres, il y a la motricité, il y a la perception, il y a le langage. Les TSA reprennent plein de choses, les émotions, bon, les interactions sociales, comme je l'ai dit. Ça reprend aussi les TED, les troubles envahissants du développement. Donc, c'est vrai que l'autisme, avant, c'était qu'un nom. Maintenant, c'est devenu les TSA. Ça a permis quand même de détecter beaucoup plus facilement et de beaucoup plus précocement, j'irais dire, les personnes, hein. Quand on sait, moi, je me rappelle au début, en 75, ils parlaient déjà, quand ils en parlaient, il y avait une personne pour, je crois que c'était une personne, un cas pour 5000. Et maintenant, à un cas pour 100. Ouais. J'irais dire, quand on parle des TSA, ce qui est amusant, c'est que on détecte plus les hommes que les femmes. On dit qu'il y a, je crois que c'est 3 garçons pour une fille, c'est l'INSERM, je crois qu'il disait ça. Mais il faut dire que les tests, les dépistages se font plus sur les hommes que sur les femmes. Parce que les femmes savent cacher et puis les outils sont créés pour des hommes, les outils de détection. Donc tout ça, c'est certainement en train de changer. Je crois que le Ah. CRAIF, voilà, le CRAIF, le Centre Ressources Autisme de l'Île-de-France est en train de travailler sur ça. Oui, c'est-à-dire, vous dites que les femmes auraient plus de, comment dire, utilisent plus de stratégies pour compenser ou masquer? Oui, tout à fait. Parce qu'on a quand même, on connaît pas encore les causes quand même de l'autisme, hein. C'est ça qui est pour nous, parents, on peut pas avoir d'espoir parce que on parle de génétique, on parle de plein de choses, mais on connaît pas les causes vraiment, la cause exacte. Et on est toujours dans le doute et dans la recherche. Damien a eu Et des tests génétiques, des tests de dépistage, par le CRA, Centre Ressources Autisme. On a fait plein de choses, mais voilà, la recherche avance quand même. quel âge avait-il quand on vous a annoncé qu'il était autiste? Alors Damien a une vie particulière. Tout petit, il a eu une vie particulière. Donc, j'irais dire que je me suis aperçue à 1 an et demi, Damien, quand il prenait le sein, il était comme tous les enfants. J'avais une fille avant, donc je pouvais comparer. Il parlait avec sa bouche en me regardant, alors que normalement l'autiste fuit le regard. Il est ailleurs. Et puis, quand j'ai récupéré mon fils à l'âge de 2 ans et demi, là, je me suis aperçue qu'il avait changé. Il se frottait la tête, il faisait des petits gestes répétitifs. Et donc, quand je l'ai fait voir au médecin, le médecin, j'avais changé, j'avais déménagé. Le nouveau médecin a traduit ça par la psychose infantile. Et une psychose infantile, c'est quelque chose qui est très lourd. Après, on a parlé d'autisme sans test. Ce que je souhaitais faire, c'était un cariotype, vous savez, un test génétique pour voir s'il avait le syndrome de l'X fragile. Il y a plein de choses qu'on recherche. On ne peut pas demander comme ça à faire le test, à faire ce dépistage. Il a fallu que ma petite fille, à l'âge de 16 ou 17 ans, elle voulait être médecin et elle voulait surtout avoir des enfants. Et il a fallu que ce soit elle qui demande au centre de Toulouse, au docteur Roger à Toulouse, à pouvoir faire une recherche sur le syndrome de l'X fragile, sur le chromosome de l'X fragile, pour pouvoir voir s'il y avait ça, s'il avait. Donc les réponses, c'est un peu, beaucoup, moyennement. On sait toujours pas. Et il a été évalué il a été positionné, il a été ça donne par le Centre Ressources Autisme en 2019. Vous vous rendez compte si c'est long? Alors qu'il avait 19 ans? Oui. Oui. Vous vous doutiez que c'était de Non, l'autisme? 39 ans. 39 ans, pardon. Les années 80 m'ont complètement plantée. 90, les 10 ans, là, oui. J'étais en train de chercher, je me disais non, il avait quand même un peu plus. Ah oui, donc c'est vraiment très récent. C'est tout récent. C'est Mmh. tout récent. Bon, il faut dire que les choses, depuis que Damien est au foyer du Barc depuis 2003. C'est un foyer pour autistes.
Avant, il était un institut médico-éducatif. Donc là, c'est tout public, toute personne en situation de handicap. En étant au foyer pour autistes, c'est bien plus spécialisé, la recherche, l'accompagnement. Donc tout s'est déclenché là. Ça veut dire qu'il a été accueilli au foyer, sans même avoir déjà le diagnostic? Il n'avait pas le diagnostic, mais il était à MDPH, il était orienté. La MDPH l'avait orienté puisqu'il faut une orientation. Il était orienté en foyer pour autistes. Vous doutiez que c'était de cela dont il «souffrait» entre guillemets? Alors, à ce moment-là, dans les années 80, on n'en parlait pas. On parlait pas de l'autisme. Et comme en même temps, j'avais une vie privée qui était très déchirée, j'ai mis ça sur le dos de ce qui se passait. Et parfois, je me dis, je reviendrai bien en arrière, mais c'est absolument impossible. Mais voilà. Donc, toute une période en 1980, toute cette période-là, de 80 à 85, a été très déchirante pour lui, pour nous. Donc, je ne sais pas. Et je ne sais toujours pas. Et lui, comment il se reconnaît aujourd'hui, Damien, quand on lui parle du TSA? Qu'est-ce qu'il dit de ça, lui? Alors moi, je ne parle pas du TSA parce que ça veut rien dire pour moi. Oui, Oh, si, excusez-moi, mais si. comme il se dit: «Voilà, moi je ne suis pas handicapé». Voilà, et je suis autiste. Et pour lui, autiste, c'est pas handicapé. Ça D'accord. m'éclate. Parce que quand on va quelque part, que quelqu'un lui adresse la parole et qu'il ne répond pas, quand on s'adresse à une personne autiste, il faut faire des phrases simples, avoir des mots, tout dépend de l'autisme, bien sûr. Et qui ne répond pas, je commets à chaque fois, trop souvent, l'erreur de dire Damien est autiste, excusez-le. Et un jour, il m'a donné un coup de pied. Juste, il m'a donné un coup de pied. Donc, je pense qu'il connaissait la personne en face et qu'elle devait savoir qu'il était autiste. Mais on était dans un magasin, il l'a regardé, elle lui parlait, et je ne comprenais pas qu'il ne lui... Donc après, je lui ai dit, mais tu la connais, la dame? Il me dit, oui, mais un oui froid. Et donc, voilà. Comment il se reconnaît? Lui, je crois que Damien, ce qu'il a surtout maintenant, c'est qu'il se rend compte qu'il est en pleine évolution, que des choses sont en train de se faire pour lui, par lui, et qu'il en est heureux, quoi. Il est heureux. Il avait jamais eu tant de gestes de gentillesse, d'affection envers nous et envers mon mari. Jamais il avait été comme il est maintenant, quoi. Et il attend comme je veux. Et oui, j'allais vous demander, et par rapport au jeu, qu'est-ce qu'il vit? Comment il le vit? Comment il comprend ce qui se passe par rapport à ce jeu? Parce qu'il est quand même à l'initiative de ce jeu, ça, hein? Totalement à l'initiative c'est totalement à sa demande, à son initiative. Maintenant, il me demande à faire ses comptes avec lui tous les ans pour rendre au tribunal. Mais ce qui est surprenant, bon, on met quelques petits films sur Facebook, mais comme j'ai pas l'autorisation d'image des autres joueurs, je focalise toujours sur Damien. Mais ça vaut le coup de le voir jouer quand il y a des questions, parce qu'il y a des questions qui sont marrantes. Ils ont un achat à faire tous les 15 du mois, ils sont obligés d'acheter quelque chose. Donc, ils ont une liste d'achats à faire. Et Damien, ce qu'il va chercher toujours, c'est faire la fête, aller à la fête foraine, se faire une bouffe. Alors, quand vous voyez le jeu, ils sont à 3 à jouer. C'est là que ça me permet aussi de voir par rapport aux personnes qui jouent. Damien, quand c'est son tour, il commence à regarder, à compter l'argent qu'il a. Et là, il va choisir ce qu'il va acheter. Le deuxième joueur, lui, prend le premier achat de la pile. Ils ont 18 cartes de achat. Et Solange, qui est une jeune femme, qui est une femme avec lui, Solange, elle commence à regarder ce qui est fringues, ce qui est produit beauté, ce qui est zen, tout ça. Ce jeu, on l'a construit avec eux. Ce qui fait que ils se le sont appropriés. Damien, il est content quand il voit Damien joue, l'association Damien joue. Damien adore le rouge, ce qui fait qu'il y a beaucoup de rouge dans cette asso. Pour lui, c'est vraiment, il s'identifie, il est président d'honneur, il participe au conseil d'administration, il n'a pas la réflexion, Damien est un autiste de bas niveau, il faut vous dire, hein. Donc, il n'a pas la même réflexion. Par contre, il entend, il comprend, mais la répercussion, l'interprétation est beaucoup plus longue que pour nous. Il ne réagit pas. Voilà, il ne réagit pas. C'est ça, c'est ce qu'on appelle les interactions sociales. Mais on voit qu'il est intéressé. Bon, le jeu, il l'attend, et tous les jeudis et le lundi, tous les lundis matins, on joue. Et ça, il attrape le jeu. Il commence, c'est lui qui répartit l'argent, qui donne l'argent à tout le monde. C'est un outil de travail, un outil d'expression, c'est un outil ludique. Ils ont un partage quand ils jouent, mais c'est rigolo. Ça vaut le coup de les regarder. Quelle belle récompense! C'est vrai, je suis entièrement d'accord avec vous. De les voir compter leur argent, de les voir travailler ensemble. Les autistes ne communiquent pas entre eux.
c'est un moyen. Donc, ce qui a été dès le début instauré, ça a été le fait qu'ils parlent ensemble, qu'ils se parlent, parce qu'ils étaient tous les trois autour de la table, ils ne se parlaient pas. Donc, ça a été dire, quand tu as fini de jouer, tu passes les dés à l'autre et tu lui dis tiens. Et l'autre doit te répondre merci. Et je suis quand même arrivée à ce que Damien puisse se dire aux deux autres à un moment. Parce que Damien, au niveau du jeu et de la manipulation de l'argent, est maintenant bien plus avancé parce qu'il a son argent, il a sa carte bancaire, voilà, il se débrouille bien. Et de dire, mais attention, tu vas acheter quelque chose là, mais t'as pas assez d'argent. Il rigole, c'est rigolo parce qu'il a un éclat de rire. Il dit, mais tu peux pas. C'est marrant, c'est vraiment un bonheur, quoi. Bon, vous observez clairement que le fait de jouer avec Damien à gérer son argent a une incidence directe dans sa capacité à gérer dans la vie réelle son argent. Il y a une corrélation vraiment. Totalement. Totalement. À la base, parce qu'il a voulu comprendre l'argent qui rentrait, parce que il regardait pas. Puis bon, je suis sa tutrice, mais ils ne regardent pas forcément. Ils n'ont pas notion. Damien est le seul au niveau du foyer qui a son argent de poche, qui a sa carte bancaire. Après, ce sont les professionnels qui gèrent l'argent. Ce qui fait que Damien, en ayant travaillé sur ce jeu, et puis surtout sur son anniversaire, et en ayant travaillé sur ce jeu, il a commencé à comprendre ce qu'était une entrée d'argent et une sortie. On a travaillé sur l'addition, la soustraction, la multiplication, la division. Tout ça, il ne l'avait pas. Ou il l'avait, mais c'était pas développé. On a travaillé sur la lecture, l'écriture, sur tout ça. Le jeu a permis toutes ces choses-là. Et maintenant, oui. Et maintenant, pardon, oui. Et maintenant, quand il va acheter sa chocolatine le mercredi, il va à la médiathèque tout seul. Il s'arrête sur le retour, il achète sa chocolatine. Il donne son argent et il vérifie si la personne a bien. Et moi, de temps en temps, quand on joue, je me trompe et il éclate de rire. Il me dit mais t'as pas le droit. C'est vraiment, c'est marrant. C'est au-delà de vos espérances, peut-être. Oui, totalement. Je m'attendais pas. C'est pour ça que je continue. Mais là, j'aurais plus envie d'aller marcher dans les forêts que. Mais non, je continue parce que on voit que ça apporte à chacun, pas qu'à Damien. Mais on voit que ça apporte à chacun quelque chose et qui réclament ces ateliers. Ils en ont vraiment besoin. Et sur le foyer du Barp, la directrice m'a même demandé, à la demande de certains professionnels, que je forme des professionnels quand les personnes sont adultes, qu'elles ne sont pas dans un établissement, en ESAT ou autre, qu'elles sont en foyer, elles n'ont pas de maintien des acquis ou de développement des acquis, tout ce qui est lire, écrire, compter. Il n'y a pas le temps, c'est des petites activités qui sont mises. Et donc, il y a des professionnels qui ont demandé à ce que je les forme aux outils que j'utilise. Et voilà, je les ai formés comment annoter le geste graphique du poignet, du doigt, l'épaule, etc. Je les forme à toutes ces choses-là pour qu'ils puissent eux-mêmes après continuer ce que je mets en place. J'ai envie de vous dire, ce sont des basiques, enfin lire, compter, écrire, et on n'a pas le temps de leur permettre d'accéder à ces acquis-là ou de les maintenir ou de les travailler. En même temps, j'ai envie de dire, c'est extraordinaire ce que vous faites parce que vous êtes sollicité par des équipes éducatives qui acceptent l'idée de ne pas savoir et de vous solliciter pour le mettre en place. Et je me dis, punaise, on est en 2025 et on en est là, en fait, à retravailler les basiques, alors que on devrait peut-être prioritairement travailler là-dessus. Ben, je crois que les équipes, je suis tout à fait d'accord avec vous. Donc les équipes, notamment depuis le Covid, il y a une sacrée détérioration dans le médico-social. Vraiment une grande détérioration. Pas des conditions de travail, mais les gens sont partis. On a exigé d'eux. Et là, il y a de moins en moins de professionnels qui veulent travailler dans le médico-social. Et le foyer où est mon gamin est confronté parfois à une pénurie de personnel, ce qui fait que les professionnels qui travaillent se démènent. Ils sont vraiment, j'ai absolument rien à dire sur aucun professionnel du foyer. Ils se démènent, ils sont vraiment empathiques, ils font tout ce qu'ils peuvent. On voit la bienveillance, mais on voit qu'ils peuvent pas. Je ne juge pas individuellement les professionnels, mais je me dis que c'est une question de politique qui est menée dans les structures. On me disait en amont qu'il y a une baisse des subventions des établissements. Comme je disais, malheureusement, tous les secteurs sont touchés et ça se demander comment ça va se passer. Même en étant un peu moins, peut-être est-ce que ce serait pas changer son focus et de dire, bah tiens, on va plutôt travailler cet objectif-là. Enfin, c'est qu'est-ce qu'on veut, en fait? Est-ce que c'est de les maintenir dans une forme de dépendance et de considérer qu'il n'y a aucune évolution possible? Or, votre expérience et celle dont je parlais tout à l'heure de dernière nouvelle du Cosmos. Enfin, je veux dire, là, ça prouve bien que, bah oui, il y a des choses qu'on peut tout à fait travailler, sauf que ça demande effectivement un accompagnement peut-être personnalisé, mais
Est-ce que c'est pas aussi ça, les projets que l'on crée en équipe dans les structures, les projets d'accompagnement personnalisé? Alors, je sais pas comment ça Si, si, s'appelle dans le c'est secteur ça, du c'est handicap, ça. mais est-ce Si, que si, c'est pas c'est ça, ça. en fait, l'objectif de ces projets-là? De dire: «Bah, tiens, pour un tel ou pour un tel, ça va être de travailler peut-être la lecture ou l'écriture, peut-être la notion de l'argent». Enfin, d'être au plus près du quotidien, et d'être peut-être moins dans de l'occupationnel. Je trouve que les PAP, les projets d'accompagnement personnalisé sont bien définis sur, foyer où est mon gamin. On voit vraiment que ça les intéresse. Ça les professionnels, on voit qu'ils ont envie de mettre des choses en place, mais ils n'ont pas forcément les moyens, le temps. Il y a tellement de gens qui viennent et qui ne viennent pas, qui disent qu'ils viennent et qui ne viennent pas, ils font face à l'urgence aussi. Ouais, tout à fait, ouais. C'est ça. Sinon, je pense que le cœur de métier, ils le connaissent, leur cœur de métier. Ils ont vraiment envie de faire, mais ils n'en ont pas les moyens. Ils ont une directrice et un directeur adjoint qui mettent en place tout ce qu'ils peuvent pour qu'ils fassent, dont ils rêvent, parce que pour eux, c'était du rêve aussi, les professionnels et maintenant, les pauvres, je les plains. Je les admire, mais je les plains. Les conditions de travail sont difficiles et on leur Mmh. demande encore plus de traçabilité, de transmission, d'écrit, de bilan, de synthèse, de réunion et tout ça, C'est c'est au vrai, détriment aussi de l'accompagnement, de ceux qui vivent dans les structures. c'est vrai, c'est tout Ouais. à fait vrai. Oui, Mmh. les règles sont oui, c'est vrai. Et vous me disiez aussi, vous êtes en train d'essayer de fédérer d'autres familles, de vous regrouper avec d'autres familles pour vous impliquer aussi encore un peu plus parce que les directions vous laissent aussi la possibilité de vous impliquer un peu plus? Je fais partie du conseil de la vie sociale, le CVS. Dans tous les établissements, il y a un conseil de la vie sociale avec des représentants des familles. On est plusieurs, donc on est 4 familles à être au conseil de la vie sociale et on est porteur d'idées, de projets. Moi, je sais que je fais toujours des propositions de choses pour faire vivre, pour accompagner, pour faire en sorte. L'idée c'était de proposer des choses qui vont permettre aux professionnels et aux familles surtout de se rencontrer, de se voir autrement. Parce que c'est vrai que quand on amène un enfant, son enfant bien sûr, même s'il a 45 ans, c'est un enfant, quand on amène un établissement, on se croise avec les familles, on essaie de mettre en place des temps de discussion. Le foyer, mon fils est en foyer occupationnel, fait un petit goûter de temps en temps où on peut échanger. Il y a une fois par an une petite manifestation. Mais je me suis aperçue au décès d'un résident qui était ami de Damien que l'accompagnement, il y a pas d'accompagnement vraiment aux parents. Quand on perd un enfant, il y a pas il y a rien qui est mis en place. On se retrouve tout seul. Une fois que l'enfant est décédé, on se retrouve tout seul. Et en discutant avec cette maman, elle me dit: «Mais j'aurais aimé pouvoir en parler à d'autres. Comment on se prépare et qu'est-ce qu'on peut faire?» Et donc avec une deuxième maman de CVS, on s'est dit: «On va mettre en place un café des familles». Donc on l'a proposé en conseil de la vie sociale et la directrice a donné son accord. Elle nous a même mis à disposition une salle et on va organiser, donc on va faire ça certainement à partir de la rentrée de septembre. On va organiser des rencontres avec des avocats, des rencontres entre les familles et les professionnels, des temps vraiment où les familles peuvent se parler, se rencontrer. On se connaît pas, on se croise, voilà, il y a plein de choses à faire. Là, on va mettre en place, on va participer. Le foyer met en place un comité d'animation. On va y participer. On met en place des animations au niveau du foyer. Et le 5 juin, je sais pas si vous allez sur LinkedIn, oui. Le 5 juin, il y a Adrien Charles qui fait le Tour de France à vélo pour l'autisme, qui vient au foyer du Bar, qui va passer la journée au foyer du Bar. Donc, on participe, on va mettre en place plein d'actions pour pouvoir faire cette journée, plein d'animations, pour que cette journée se passe bien. Il fait le Tour de France, ce monsieur. Il a un neveu, je crois, autiste. On se disait que, vu les conditions de travail des professionnels, vu le travail de la direction et de l'équipe, on s'est dit: «Il faut qu'on donne un coup de main, il faut qu'on arrive, nous, les parents, à apporter quelque chose». Et donc, on va faire un temps de jardinage, on va participer à l'installation d'un chemin sensoriel, voilà. Je trouve que c'est bien que les familles participent, quoi. C'est leurs enfants. En général, les familles, on les rejette, pas dans cet établissement. Oui, puis on vous laisse la place. On vous Oui, fait de la place, on vous donne la possibilité de. oui, c'est ça qui est Mmh. exceptionnel. Qui est pas toujours le cas, effectivement. J'ai eu peur au début où j'ai animé mes ateliers, j'ai eu peur que des professionnels disent: «Mais qu'est-ce qu'elle vient foutre là, celle-là?» Voilà, c'est à nous à faire ça. Et non, ça a été accueilli, bien présenté, ça a été. Puis, là maintenant je me sens vraiment comme si j'allais au boulot.
Je me sens vraiment tout le monde me respecte, je cherche pas le respect, tout le monde me parle, c'est voilà, on est dans la vie de tous les jours. Mais c'est un établissement exceptionnel, j'irais dire. Puis vous êtes, comment dire, il y a pas de rivalité, vous êtes, enfin, vous collaborez, en fait et Oui, parce que vous perdez pas de vue que ceux pour qui ou pourquoi vous êtes là. oui, puis si jamais je vois qu'un résident a des questions un petit peu plus poussées, je fais un courrier à la psychologue ou j'en parle à la psychologue et voilà, pour avoir un retour sur ce que je dois répondre. Le jeu, vous l'avez développé aussi en partenariat avec les équipes, éducatives? Alors, pas avec les équipes les 3 personnes qui sont intéressées pour animer des ateliers le connaissent. Je leur ai laissé l'accès, si elles veulent jouer, mais pas psychoéducatif du foyer. Par contre, d'autres établissements, oui. Moi, je me suis Mmh. surtout servie de l'atelier que j'animais pour, vérifier tout ce qui était les bases pour pouvoir jouer, le lire, l'écrire, le compter, le raisonnement logique, le repérage dans le temps et dans l'espace, tout ça. J'ai monté des livrets de travail pour pouvoir faire on est passé d'un plateau 1 à un plateau 3 et ce plateau, il a 2 faces. Une face que manipulation de l'argent pour les familles, pour les personnes en situation de handicap et puis l'autre face pour les personnes donc c'est la face ludique et l'autre face pédagogique, c'est, voilà, le jeu, c'est ça. Le jeu vaisseau. Alors moi, j'ai la chance de le voir. C'est la version finale au C'est la niveau version graphisme? c'est la Graphisme? version finale. Au niveau OK. graphisme, c'est la version finale. Mmh. Il y a que j'ai fait 2 erreurs sur le plateau, que Cultura m'a demandé de modifier, parce qu'on était en prospection avec Cultura, qui a fait rectifier certaines choses, au niveau du couleur du plateau, des trucs. OK. Ouais, ouais, ouais. Oui, c'est Voilà. alors, un jeu de loi, on va dire. C'est comme un jeu de loi C'est pour comme un jeu de loi, avec 2 mmh. versions, 2 OK. côtés. Ouais, ouais, ouais. Un côté budget, donc c'est vraiment pour les centres sociaux et cetera. Et puis un côté ludique, la manipulation de l'argent. Quand vous regardez là le résultat, vous vous dites quoi? Alors, je me dis, j'en reviens pas d'être arrivée là. Mais ce que je me dis aussi, les personnes qui m'ont, le professionnel là qui m'accompagne, qui m'a trouvé le bon graphiste et la bonne maison d'édition, voilà, j'ai su m'entourer de bonnes personnes parce que je me suis très souvent fait avoir. Vous avez été bien conseillé J'ai été bien conseillée. et il va falloir que vous le soyez encore pour la suite parce qu'il y a toute la phase prospection, marketing, communication. Oui, j'ai demandé à Passerelle Compétences. On a un comité de pilotage, on a un copil qui, au dernier copil, ce qu'on a fait, j'ai demandé à chacun par des post-it de mettre où c'est qu'il verrait qu'on vende le jeu. Donc, j'ai eu tout un tas de propositions et j'ai une bénévole qui est en train de m'enrichir la base de données, me chercher toutes les coordonnées admettons, des centres sociaux avec l'interlocuteur et je vais faire la prospection commerciale. J'ai déjà commencé pas mal, mais plus au niveau des revendeurs, moi. Quelle est Voilà. votre raison d'être aujourd'hui, Nadine? Je crois que j'irais dire que c'est le bonheur de ma famille. Être heureuse avec mes enfants. Et si on revenait un petit peu sur vos valeurs, quelles sont-elles? Alors, mes valeurs, alors je sais que je suis quelqu'un de généreux, ça tout le monde me le dit. C'est la générosité. Je sais que je suis quelqu'un je suis vraiment dans le non-jugement, c'est-à-dire que je laisse la parole à un interlocuteur, quel que soit ce qu'il va me répondre, si je suis pas d'accord, si c'est complètement farfelu, j'attends rien voilà, je n'attends pas quelque chose en retour. Un qualificatif aussi que mon mari me donne souvent, c'est celui d'altruiste. Voilà, je m'intéresse aux autres, voilà, enfin, j'ai envie dans chaque personne de me dire: «Mais tiens, celle-là, on peut lui amener, on peut lui donner ça, elle a ça». Voilà, c'est l'altruisme, c'est donner sans attendre un retour, mais donner pas bêtement. Vous m'avez dit tout à l'heure, avant que je crois qu'on lance l'enregistrement, qu'à la question de se présenter, finalement, c'était une question qui était assez difficile parce que vous saviez pas trop quoi dire, parce que vous étiez tellement orienté vers les autres et à vous occuper des autres, que vous ne saviez pas quoi dire sur vous. C'est bien ça, hein, que vous m'avez dit tout C'est à tout l'heure. à fait ça, c'est tout à fait ça et quand, à la ques quelles sont mes valeurs? J'ai été obligée de demander à mon mari de me dire Mmh. tout à l'heure, Spontanément, vous auriez pas su répondre? Les valeurs heu qui vous animent, la liberté, la générosité, la Ah enfin la liberté. J'ai tellement pris de claques dans la vie, je travaillais pas mal avec des personnes qui étaient pervers narcissiques, ce qui fait que je n'arrive pas à dire que je suis généreuse. Je le sais, mmh, mais c'est quand on me le dit que, ben, je me dis: «Ben, c'est vrai, je le suis», mais voilà, je ne sais pas moi me dire, mes bons côtés. J'irais dire que je suis quelqu'un de je sais pas m'arrêter. J'ai besoin de faire des choses, je vis avec l'autre. Moi, j'ai besoin de l'humain, de l'être humain. qu'est-ce que vous auriez envie de dire à la petite Nadine aujourd'hui? Oui. Là, alors, contrairement à ce que je vous ai dit, toujours il faut que
ce que j'aurais envie de lui dire, c'est qu'elle s'entoure des bonnes personnes. Et ce que j'ai fait là prouve avec la personne qui m'accompagne au niveau du jeu, je me suis entourée de bonnes personnes. Même au niveau, là, je viens de recruter des nouveaux bénévoles. Voilà, s'entourer des bonnes personnes, c'est ce que j'aurais envie de lui dire, qu'elle s'entoure des bonnes personnes et puis alors qu'elle ait confiance en elle, c'est tout. Parce que je suis quelqu'un de très naïf, je me fais avoir et je perds confiance, donc je reprenne confiance en moi. Comment est-ce qu'on peut communiquer avec vous? Parce que vous disiez avoir créé des réseaux, donc il y a aussi un site internet. Oui, donc il y a un site internet qui s'appelle Damien Joux, damien-joux.org. On peut écrire, il y a une adresse mail qui s'appelle contact@damienjoux.org. Damien-Joux toujours. Il y a mon portable. J'ai un numéro de portable, vous le trouvez sur le site internet. On a un réseau Facebook. On a aussi un compte Instagram et TikTok, mais faut que je trouve une bonne bénévole en communication pour faire tout ça. Et puis, faut venir ceux qui sont dans la région viennent nous voir au local à Belin-Bélier. Et oui, parce que Viennent nous voir. vous avez investi dans un local il y a pas très longtemps, donc vous avez un lieu pour continuer à développer l'association. Pour continuer, pour pouvoir se rencontrer, pour pouvoir présenter, puis pour pouvoir stocker le jeu bientôt, quoi. C'est aussi. Sur ce podcast, j'interviewe les acteurs du Nouveau Monde. C'est quoi pour vous, Nadine, le Nouveau Monde? Alors, j'adore ce nom, ce terme de nouveau monde, parce que c'est un terme d'espoir. Voilà, j'ai l'impression qu'on est arrivé là d'une civilisation. On a consommé tout ce que la terre nous a apporté, on a consommé tout ce que l'homme nous a apporté. On est arrivé à un stade de destruction par les besoins de richesse. Et donc le nouveau monde, moi c'est l'espoir, c'est l'humain, c'est le partage. Et puis bon, c'est vraiment redonner au monde, tu vois, ce nouveau monde, le vivre ensemble, le respect de l'autre. Il faut arrêter cette consommation, il faut arrêter de ne voir que la richesse, de ne voir que l'enrichissement. On est devenu totalement égoïste, amer. Voilà. Le nouveau monde on doit taper du pied au fond et puis remonter, quoi. Comment est-ce que vous y contribuez? Quelle pierre à l'édifice est-ce que vous apportez pour ce nouveau monde? Alors, je pense que la pierre à l'édifice, elle est un peu petite, mais elle va bien se mettre dans la construction. Je pense que c'est l'épanouissement, c'est le grand bien, le bien que j'essaie de faire autour de moi. Je pense que c'est Pierre. Il y a certainement plein d'autres choses, mais à ma hauteur, c'est le bien que j'apporte à l'autre, le sourire et la joie que je donne, qui font que je participe à j'apporte ma pierre à cet édifice. On arrive à la fin de l'interview. Quelle est la question que je ne vous ai pas posée que vous auriez aimé que je vous pose? Je ne sais pas, je n'ai pas de questions. J'ai l'impression d'avoir parlé beaucoup et de ne pas justement vous avoir laissé poser des questions. Donc non, j'ai pu m'exprimer librement, donc ce qui fait qu'il n'y a pas de question qui n'a pas été posée. Ça viendra peut-être plus tard. Alors peut-être moi je vais juste en rajouter une. Pourquoi est-ce que vous avez accepté, vous, de participer, de prendre la parole, vous qui n'aviez a priori jamais, alors jamais non, parce que vous avez eu des expériences il y a quelques années de cela, mais disons par rapport à votre projet, peut-être vous n'aviez pas eu l'occasion de prendre la parole pour raconter davantage. Donc pourquoi avoir accepté, voulu prendre la parole aujourd'hui? Ça a été un petit peu dur au départ, pas pour le fond, mais pour la forme. C'est un petit peu difficile le podcast. C'est un peu difficile de parler comme ça, mais je suis allée quand Cathy Parot m'a fait connaître votre site et je suis allée simplement. Le terme d'aujourd'hui, écrivons demain, m'a vraiment accrochée. Puis je suis allée écouter les gens que vous interviewez et je trouve que voilà, vous avez les bonnes personnes. Vous savez, vous avez il y a des gens des interlocuteurs, je sais pas comment on parle, De l'invité? Ouais. des invités, tout à fait, qui m'ont enrichi. Puis voilà, je trouve que vos podcasts sont très, très intéressants. Et pour ça. Merci. Il va s'enrichir aussi par votre participation parce que je crois que
vous ouvrez aussi d'autres portes. Parce que voilà, d'autres personnes dans votre situation vont peut-être aussi avoir, comment dire, des idées ou oser aussi peut-être développer leurs propres outils ou pour d'autres situations, hein, de dire ben tiens ça n'existe pas, je vais le créer, je vais le faire et puis on verra bien où ça nous mène. À ce moment-là, je pourrais, si jamais elles ont besoin de toute la chronologie, non, il faut que je me pose. Est-ce que vous souhaitez nous dire quelque chose de plus avant qu'on termine l'interview sur le portrait chinois? Ah oui. Alors ce que je voulais dire surtout, c'est que bon, j'avais pas du tout l'habitude du podcast, donc on n'aime pas écouter sa voix, je verrai ce que ça donnera et C'est un exercice c'est un que exercice. de se réécouter, oui. Il paraît que la voix est bon, je sais que j'ai une voix assez cassée, que je parle vite, je suis italienne, j'ai beaucoup de gestes, donc voilà, ça a été un bon moment. Ça m'a permis aussi de voir tout le cheminement, tout le chemin que j'ai fait et voilà, j'ai creusé un bon sillon. Il est bien tracé. Voilà, vous m'avez permis de vérifier tout ça, quoi. De faire une pause et de regarder en arrière tout le chemin parcouru, puis peut-être de vous féliciter aussi pour ce que vous avez réalisé, ce que vous êtes en train de réaliser parce que vous êtes qu'au début de quelque chose encore là. C'est vrai, c'est vrai. Et quels sont les projets de Damien? Les projets de Damien, Qu'est-ce qu'il nous dirait s'il était avec nous? Parce qu'on a failli effectivement pouvoir se rencontrer. Alors c'est sûr que ça aurait facilité les choses si on avait été en présence. oui, Heu et mais ce mais sera mieux quand il vous rencontrera, parce qu'il vous rencontrera. Il faut que vous rencontriez oui, Damien avant oui, oui, oui. et je pense que ce sera mieux parce qu'il aura encore avancé. On lui dit: «Nous, tu grandis tous les jours» et il a des yeux qui pétillent quand on fait ça. Tout à l'heure, vous nous avez dit qu'il a conscience des progrès qu'il réalise. Oui, et il a mis Comment vous savez qu'il a conscience de alors, ça? quand il fait une nouvelle chose et qu'il l'a réussi, il a des signes. Il a un signe de bonheur qui est celui-là. Il a le signe de bonheur, il se gratte la tête quand il éclate de rire. Je sais pas si vous avez regardé son Facebook ou le Facebook de la Un soupe. petit peu, ouais. Il a des quand il avance, quand il est fier, il montre. Il montre. Là, maintenant, il se sert d'un ordinateur, il arrive à se servir d'un ordinateur tout seul et il arrive le lundi matin avec sa sacoche, avec son ordinateur et vous le verriez, il est vraiment fier. Puis il s'installe, il est content, donc on voit, il veut faire plaisir, mais on voit que s'il a travaillé pour me faire plaisir, le retour qu'il en a, lui, ça c'est il se rend compte qu'il s'est enrichi. Est-ce qu'il pourra nous écouter ou Je vais le faire. Oui, 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 il nous écoutera. ce sera pas trop complexe? 1 heure et quart, 20 d'interview? Je ne sais pas si ça sera trop complexe, il me le dira, donc comme quand il regarde un film qui l'intéresse et que c'est trop long, il va dire: «Je le mets en pause», OK, donc on fera une pause. OK. Bon, j'attendrai son retour alors. Tout à fait. Oui, OK. Coucou à Damien alors, hein, s'il nous écoute. pas pour le moment, mais quand il vous ah oui, oui, très bien, oui, quand il Oui, nous écoutera. quand il nous écoutera. On termine avec le portrait chinois. Si vous étiez vous vous rappelez de ce jeu? Oui. Si vous étiez un plat, lequel Ah, seriez-vous? je ferai le riz au lait parce que j'adore le riz au lait, ça me rappelle ma maman, j'adore faire du riz au lait. C'est sucré, cette enfance, voilà, c'est le riz au lait, mon plat préféré. Si vous étiez un livre? Je serai sur le Indignez-vous de Stéphane Hessel parce que les inégalités qui sont en train de se faire, il faut se battre contre, faut éviter, il faut pas l'accepter. Si vous étiez un dicton? Alors celui-là, c'est le dicton que j'avais déjà au début de Damien Joux: «Soyez le changement que vous désirez voir dans ce monde», le dicton de Gandhi. C'est par nous que le changement se fera, vous l'avez bien dit, à travers le nouveau monde. Oui, je crois sincèrement à des changements individuels qui peuvent induire des changements collectifs, mais ça doit passer aussi individuellement. Mmh. Oui, Ouais. Ouais. Mmh. je pense. Si vous étiez un film? Ah, je serai Intouchable avec Omar Ah, Sy et François Cluzet. Intouchable parce que je trouve que le regard sur le handicap par une personne de couleur est excellent. Il est mmh. excellent et voilà, j'adore ce film, je l'ai vu des tas de fois comme hors norme, ce sont des films que j'aime regarder. Oui, qui a été diffusé, je crois, la semaine dernière. Ouais, je l'ai pas vu à la télé, je l'ai vu au cinéma et je l'ai vu qu'une fois hors norme
Non, je l'ai vu, oui, oui, je l'ai revu à la télévision, oui. Oui. C'est des films qui, hors normes, montrent vraiment le parcours, le terrain de bataille qu'ont les professionnels et la vie des autistes, voilà, c'est vraiment un film, Et assez proche de la réalité, assez juste. très, très proche de la réalité. Comme un petit truc en plus. Qui est marrant, oui, oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Et si vous étiez un super-héros ou une super-héroïne? Alors, j'ai pas trop aimé le terme de super-héros parce que ça me faisait penser à Wonder Woman. Mmh. Je préfère dire, moi, super-héros, ça serait plutôt Rosa Parks. Ah oui. Mmh. Ouais. Elle a su prendre sa place dans le bus et c'était une femme qui a su s'élever à la hauteur du blanc et mettre en place et commencer à démarrer tout ce que Martin Luther King est emmené après. C'était une femme d'exception, mais il y en a tellement de femmes d'exception. On parle que des hommes. On parle de Pierre Curie, on parle pas de Marie. Oui. Mmh. Voilà. Merci Nadine de votre participation. Je vous remercie. Moi, c'est vraiment, ça a été un plaisir. Plaisir partagé. Et merci beaucoup pour votre écoute. Alors j'espère que le parcours de Nadine vous aura inspiré, donc n'hésitez pas à la contacter. Alors si on connecte les réseaux, le site internet, est-ce que c'est vous qui gérez la communication ou c'est quelqu'un d'autre? C'est moi C'est qui la vous? gère. Ça tombe en direct chez moi et après on partage avec une équipe. Mais D'accord. c'est moi qui reçois. Donc vous trouverez tous les liens dans la description de cet épisode. À bientôt. J'espère que vous avez pris plaisir à nous écouter. Si vous avez aimé cet épisode, mettez 5 étoiles et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous aiderez le podcast à gagner en visibilité. Si vous souhaitez continuer à découvrir les histoires de ces acteurs du nouveau monde, abonnez-vous. Et si vous voulez connaître les coulisses, rejoignez-nous sur les réseaux. Tous les liens sont dans le descriptif. Merci d'avoir pris le temps de passer ce moment avec nous. Je vous dis à très vite pour un nouveau témoignage d'une belle âme.